Bonsoir à tous. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce point hebdomadaire sur la situation internationale qui est extrêmement riche, comme vous avez pu le constater. Et je voudrais aborder avec vous 3 points. Un des 3 points, c'est Gaza. Un autre, c'est l'Ukraine. Et le troisième, c'est le Venezuela. Voilà. Alors, le premier point, c'est Gaza. Comme vous avez vu, le cessez-le-feu tient tant bien que mal. Et le bon côté de ce cessez-le-feu, c'est que Netanyahou est momentanément un petit peu sur la touche parce que Trump occupe l'espace avec son plan. Je ne sais pas si ça va tenir très longtemps parce que le cessez-le-feu n'est pas très bien respecté des deux côtés, mais je pense que Trump va essayer de faire en sorte qu'il le soit parce que sinon il va perdre la face une fois de plus. Donc c'est possible que ça tienne un peu. En tout cas, ce qui est très important à remarquer, c'est qu'évidemment, ce qui a été fait, c'est l'inverse de ce que veulent faire les Russes dans le cas de l'Ukraine, c'est-à-dire la paix d'abord et le cessez-le-feu après. Là, on a fait le cessez-le-feu d'abord, c'est ce que les Russes ne veulent pas pour eux. Et du coup, il y a toutes les interprétations possibles derrière en ce qui concerne la paix, chacun envisageant la paix à sa façon, les Israéliens à leur façon, c'est-à-dire continuer leur processus d'éradication de tout ce qui peut y avoir de Palestiniens sur la terre. Il y a le cessez-le-feu, il y a le plan de Trump où il voudrait venir et faire une Riviera avec tous ses copains et puis avec les Saoudiens, et les pays du Golfe et tous les autres pour avoir des gros contrats de reconstruction. Et puis enfin, il y a le cessez-le-feu vu par les Palestiniens, qui est d'abord un droit, un plan de paix, je veux dire, qui est d'abord un droit à l'autodétermination du peuple palestinien et que personne n'a voulu véritablement aborder jusqu'ici. Donc, ce qui est intéressant, c'est que Israël s'est retiré d'une partie, mais est resté en place dans une partie à peu près la moitié de la bande de Gaza, mais que immédiatement, et c'est le point le plus important à remarquer ces jours-ci, le Hamas a repris le contrôle de la totalité de la partie qui leur a été attribuée. Non seulement dès qu'on a vu, comme on l'a vu les premiers jours avec les routes, les carrefours, etc., mais également les gouverneurs, l'aide alimentaire, les règlements des litiges. Enfin, ils ont repris véritablement la direction de la bande de Gaza et à une vitesse qui a stupéfié les observateurs internationaux et en particulier évidemment les Israéliens qui sont très embêtés parce qu'ils pensaient pouvoir faire pression à travers les Américains pour désarmer le Hamas, chose que le Hamas évidemment ne veut pas faire avant que les conditions de la paix ne soient discutées et d'accord, mais du coup, ils n'ont pas le prétexte les Israéliens n'ont pas le prétexte pour l'instant pour véritablement recommencer la guerre, auquel cas ils auraient Trump en face d'eux qui ne manquerait pas de les accuser d'avoir été les fauteurs de troubles dans cette affaire. Donc, c'est ce que j'avais prévu dès le début, c'est-à-dire que le Hamas, qui n'est pas seulement une entité militaire, mais qui est aussi et surtout, je trouve, une entité politique, et aussi, elle le démontre aujourd'hui, une entité administrative, et elle va évidemment avoir tout à fait l'aval des populations de Gaza qui veulent de l'ordre, forcément, à côté du désordre qui a été organisé par Israël précédemment. Et évidemment, s'il y a demain une consultation populaire à Gaza, c'est le Hamas, soit sous son propre nom, soit sous un autre nom, qui sera
bien évidemment le grand vainqueur de cette consultation. Et c'est ce que j'espère. Donc on est aujourd'hui dans une phase, je dirais, grise, où on ne sait pas trop où les choses vont aller, mais ce qui est certain, c'est que le Hamas a pris position, comme l'avait fait le général de Gaulle juste au moment du débarquement, et il a pris position de la meilleure des façons possibles, et il montre sa maturité dans cette affaire, bien loin des critiques que l'on fait en faisant un ramassis de tueurs, etc., ce qui n'est pas du tout. Donc voilà, moi j'ai quand même un peu de… D'autre part, l'aide alimentaire a l'air de rentrer, donc je suis un petit peu optimiste. Je n'ai jamais cessé de l'être parce que j'ai toujours eu confiance dans les capacités manœuvrières et la force de caractère du Hamas, mais aujourd'hui je le suis un peu plus parce que je vois que ça se présente pas trop mal et à un moment donné, le caillou dans la chaussure que représente le Hamas par rapport à tout ce que veulent les autres, il va bien falloir que les autres fassent avec et à un moment donné, il y a des gens qui vont dire et la Palestine dans tout ça et les Palestiniens dans tout ça et on va s'acheminer progressivement vers une consultation populaire. Et le Hamas dira quand il y aura une administration de Gaza qui sera faite par les Gazaouis et respectée comme telle par un accord, à ce moment-là, on acceptera d'être désarmés, ou plus exactement, ils ont dit déjà qu'ils remettraient les armes à ce moment-là à l'autorité compétente qui dirigera la bande de Gaza. Et comme ça sera eux, ils garderont les armes, évidemment. Sous un autre nom, peut-être. Voilà, donc ça, c'est bien. Ça, c'est donc le premier point que je voulais aborder avec vous. L'autre point, c'est sur l'Ukraine. Alors, sur l'Ukraine, on voit une espèce de pagaille qui est tout à fait qui est pas très étonnante finalement, parce que à chaque fois, je dirais, Trump se met dans la position où il est prêt de gagner. Il sort du bois parce qu'il est obligé de le faire, parce qu'il est obligé de montrer qu'il arrête la guerre. Sinon, son mouvement MAGA va se retourner contre lui. Mais au moment où il va conclure, il conclut pas et il donne des armes à ses adversaires. Alors, je comprends pas très bien sa façon de faire, sauf à considérer que c'est un homme qui a plus une grosse voix qu'un gros caractère et qu'au moment où il faut qu'il fasse face véritablement à ses adversaires de l'intérieur aux États-Unis, il n'ose pas leur dire bon, c'est comme ça, on y va et puis c'est tout. Or là, le plan qui avait été concocté, semble-t-il, par les Américains avec les Russes me paraissait pas trop mal. Il y avait des choses à changer, mais c'était pas trop mal. Mais certainement, la dernière des choses à faire, c'était de le donner à discuter aux Européens et à Zelensky, parce que pour moi, il est certain que les Européens n'ont qu'une idée en tête, c'est de continuer la guerre, parce que si la paix se fait, ils disparaissent. En tant qu'entité européenne, ils disparaissent, parce qu'ils se sont construits comme une entité anti-russe, et si les Américains font la paix avec les Russes, et que la paix, à ce moment-là, ils n'auront plus aucune crédibilité vis-à-vis de leur population, en particulier Macron, qui ne cesse de dire il faut se préparer à la guerre, la guerre, la guerre, la guerre. Si on lui dit c'est la paix, il sera totalement délégitimé. Donc, ils n'en veulent pas. Donc, évidemment, comme je le pensais, lorsqu'ils ont eu la possibilité à Genève de discuter le plan et de le regarder, ils ont évidemment mis l'accent sur les points qui étaient ceux que les Russes, dont ils étaient sûrs que les Russes ne pouvaient pas les accepter. Par exemple, au lieu d'avoir une armée d'une cinquantaine de milliers de personnes, où ils ont demandé une armée de 500 000 personnes, ce qui n'a aucun sens. Ils ont, je crois, fait sauter la clause qui disait que l'Ukraine ne pouvait pas rentrer dans l'OTAN en laissant ouverte la possibilité pour que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Enfin, ils ont pris évidemment les dispositions, ils ont demandé les dispositions
dont ils étaient sûrs que les Européens, que les Russes ne pouvaient pas les accepter. Donc maintenant, il y a deux solutions. Une solution, c'est que Trump laisse traîner, auquel cas le cessez-le-feu va mourir de sa belle mort. Et à ce moment-là, c'est Trump qui va être discrédité. Ou bien il donne droit aux Européens et à ce moment-là, la guerre va continuer. Ou bien l'autre, c'est ce que j'attends pour ma part, c'est qu'ils disent, ben, de toute façon, moi, c'est comme ça et c'est pas autrement. J'arrête la guerre, assez de morts, j'arrête la couverture satellite et à ce moment-là, dans une semaine, la guerre est finie. C'est tout. Mais pour ça, il faut qu'ils tranchent. Or, pour l'instant, ils ne tranchent pas. Au moment où il faut prendre le couteau et trancher, sa main tremble à chaque fois. Et ça, c'est inquiétant. Alors, ce n'est pas très inquiétant sur le long terme pour une raison très simple, c'est que de toute façon, ce sont les Russes qui ont les cartes en main et les cartes militaires en main. Donc, les Russes vont continuer à avancer jusqu'à ce qu'ils aient conquis le reste de ce qu'ils doivent conquérir et ça va de plus en plus vite, puisqu'ils ont à peu près, il y a, d'après les chiffres que j'ai pu consulter, il y a environ 20 000 soldats ukrainiens qui désertent tous les mois. Donc, ça va aller vite. Ça va aller vite. Et d'autre part, ils n'arrivent pas à recruter, évidemment, puisque même les sergents recruteurs sont attaqués lorsqu'ils vont dans les quartiers pour chercher les jeunes. Donc, ça veut dire que la guerre va continuer. Et quand Poutine aura obtenu tout ce qu'il veut, dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, à ce moment-là, il dira à la partie adverse, ben, écoutez, nous, on va jusqu'à Odessa, ou alors vous acceptez nos conditions. Donc, les Russes sont sur deux. C'est simplement Trump qui a la possibilité d'arrêter la guerre en disant, bon, ben maintenant, c'est fini, mais encore faut-il qu'il prenne la décision. Donc, ça va peut-être prendre un peu plus de temps ou un peu moins de temps. Moi, j'espère que ça sera fait maintenant parce que je ne souhaite pas non plus que Trump, dans la situation actuelle, soit totalement délégitimé parce que c'est pas bon pour l'équilibre du monde que les États-Unis soient totalement délégitimés. Ça me paraît pas une bonne chose parce que ça peut provoquer ensuite des réactions exagérées de la part d'un certain nombre de malades aux États-Unis ou ailleurs, ou contre Trump, ou pour prendre le pouvoir, etc. Donc, il faut que ça se fasse de façon ordonnée. Donc, j'espère que ça sera que Trump va prendre la bonne décision et va la prendre vite. Voilà. Alors, l'autre sujet que je voulais aborder, et il est très important aussi, c'est le Venezuela. Alors ça, c'est un conflit périphérique par rapport aux deux conflits de Gaza et d'Ukraine. Donc, on ne comprend pas très bien, sauf à réfléchir, quel est l'intérêt des États-Unis d'ouvrir un troisième front encore, alors même que son mouvement MAGA ne cesse de lui dire que, à travers, par exemple, Marjorie Taylor Greene qui a fait une crise et qui l'a quitté momentanément, je pense, mais en tout cas qui a fait une crise, parce que on lui reproche de s'occuper trop de la politique étrangère et trop des guerres et de pas s'occuper des Américains pauvres et de son mouvement. Mais ça, c'est parce qu'il passe trop de temps là-dessus et qu'il tergiverse. Mais alors, qu'est-ce que vient faire l'affaire du Venezuela dans cette configuration? Normalement, il n'aurait pas dû se lancer là-dedans. Alors, un premier point, c'est que c'est évidemment pas la question de la drogue qui est la véritable question. Parce que, comme le correspondant d'Abdel-Jalil l'a expliqué l'autre jour, et j'ai écouté son explication et elle était très bonne, il n'y a que 8% de la drogue qui passe à travers les Caraïbes. Le reste, en tout cas pour ce qui concerne la cocaïne, c'est fabriqué essentiellement en Colombie et au Pérou, donc pas au Venezuela, et ça transite aux États-Unis vers la Californie par la route, ou bien par le Pacifique.
mais en tout cas pas par les Caraïbes, qui est une zone qui est contrôlée par tout le monde, etc. Ça n'a pas de sens. Donc, la cocaïne, elle passe pas par là. Et le fentanyl, il vient de Chine. Il est transformé au Mexique. Il est cuisiné, d'après ce que dit ce professeur, ce spécialiste. Et ensuite, ça repart par la frontière. Donc, et le Venezuela n'est pas touché dans cette affaire. Donc, pourquoi attaquer le Venezuela? Et puis d'autre part, s'il fallait véritablement s'attaquer à la drogue, ça ne serait pas seulement au Venezuela et en Colombie, au Mexique qu'il faudrait le faire, mais évidemment sur le sol américain pour attraper les gros bonnets qui sont ceux qui distribuent, qui reçoivent et qui distribuent la drogue, les grands caïds de la drogue américains, que je pense tout le monde connaît, mais qu'on n'ose pas attraper parce qu'ils sont trop riches ou en tout cas, il faudrait faire une opération conjointe à l'étranger et aux États-Unis, et ce n'est pas ce que fait Trump. Donc évidemment, ça c'est un prétexte. Alors pourquoi le fait-il? À mon avis, il y a deux raisons. La première raison, c'est parce que il faut toujours regarder, lorsqu'on regarde Trump, il faut toujours voir ses adversaires de l'intérieur. Ce sont ceux qui lui mettent les peaux de banane, ceux qui lui exigent d'être plus dur, et eux, ce qu'ils voient, c'est qu'il est en train de perdre la guerre en Ukraine, mais on a vu qu'il ne peut pas faire autrement parce qu'il n'a aucun moyen d'imposer aux Russes quoi que ce soit, à part des sanctions qui ne servent à rien. Et il est aussi en train de perdre la guerre sioniste, du côté sioniste, parce que l'opinion américaine maintenant est tellement pro-palestinienne et de plus en plus. Je renvoie à l'élection de Mamdani où 45% de la population juive de New York a voté pour Mamdani. Donc, ça veut bien dire que Netanyahou a fait une politique tellement brutale, tellement violente et tellement stupide qu'il s'est abîmé complètement son image, qu'il a retourné le monde entier contre lui, et en particulier une partie des évangélistes américains, qui étaient ceux qui suivaient Charlie Kirk, et d'autre part, une partie des juifs américains qui sont aujourd'hui profondément antisionistes. Donc, Trump va perdre ça aussi. S'il s'était présenté au départ sans le dire comme un lobbyiste plutôt pro-israélien, il est en train de perdre. Et moi, j'ai jamais pensé que Trump était en lui-même, je l'ai toujours dit, très profondément sioniste. Je pense qu'il a des amitiés sionistes, il a été payé par les sionistes, mais qu'à un moment donné, lorsque les choses allaient tourner mal pour les sionistes dans l'opinion américaine, il allait trahir Netanyahou. Et c'est ce qu'il est en train de commencer à faire. Donc, sur tous ces combats, je dirais, traditionnels, il est en train de montrer qu'il est perdant. Donc, il a besoin, vis-à-vis de ses opinions, de leur dire, vous voyez, qu'ils lui disent t'es mou, tu te bats pas, tu vas perdre, etc. Il a besoin de leur montrer qu'il fait quelque chose. Et il occupe l'espace comme il sait le faire d'habitude, en inventant un nouveau conflit pour montrer qu'il est très costaud, qu'il fait la guerre, etc., etc. Et l'autre raison, je pense, c'est qu'il a donc une personne qui compte beaucoup pour lui, c'est Rubio, qui est son secrétaire d'État, qui est un Cubain qui était élu, qui est un Cubain, je dirais, de Floride, et qui a été élu avec les voix des anti-vénézuéliens, des anti-Maduro les plus radicaux. Donc, aujourd'hui, Rubio, qui est un sioniste patenté, il est en train de le trahir aussi ou de lui faire faire une politique que Rubio n'a pas envie de faire. Donc,
il essaye de donner un coup de main à Rubio pour que Rubio ne soit pas accusé par ses électeurs de ne pas avoir défendu une politique anti-Venezuela, et donc il fait une opération contre le Venezuela. Mais, à mon avis, c'est très grave, parce que ça montre quelque chose, et ça, il faut renvoyer aux vidéos qui ont été faites récemment par le professeur Mersheimer à ce sujet. Il faut taper Mersheimer Venezuela et aller voir, il y en a 3 ou 4. Et elle montre quelque chose de passionnant, absolument passionnant. C'est que les Américains ont fait, depuis maintenant une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, une politique complètement stupide vis-à-vis de l'Amérique latine, qu'ils ont traité comme ils ont l'habitude de traiter leurs alliés et leurs vassaux comme des chiens, en fait. Sur la base de la doctrine Monroe, c'est-à-dire l'Amérique nous appartient et on fait ce qu'on veut. Et le principe des néoconservateurs qui consiste à dire vous faites ce que je vous dis ou je vous tape dessus, ça marche pas en fait. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il s'est passé que tous ces pays, sans le dire et sans faire de vagues, se sont tournés petit à petit vers la Chine. Et c'est la Chine aujourd'hui qui est le principal partenaire commercial économique de tous ces pays. Et ça, pour les Américains, c'est gravissime parce que ça veut dire qu'ils sont en train de perdre leur arrière-cour que normalement ils auraient dû soigner comme la prunelle de nos yeux, de leurs yeux, mais ils n'ont pas été capables de leur donner des perspectives de développement, des perspectives, un travail diplomatique important, une amitié. Bon, ils n'ont pas été capables de faire ça, et aujourd'hui, ça se retourne contre eux. Alors, le Venezuela, c'est parmi ces pays celui qui, évidemment, pour la Chine et pour la Russie, est le plus important. Parce que d'abord, il est très grand, il fait 2 fois la France, il a les réserves de pétrole les plus importantes de la planète, et puis surtout, il est juste en face des États-Unis. Et plus les États-Unis ont essayé de mettre des sanctions au Venezuela d'une façon complètement idiote, en espérant que le Venezuela allait tomber, etc., plus le Venezuela a été soutenu par les Chinois de façon à en faire un abcès de fixation. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant si Trump continue à vouloir bombarder les petits bateaux qui passent dans les Caraïbes et qui viennent des ports du Venezuela? Eh ben, Maduro va s'équiper, il est déjà en train de se faire avec des armes chinoises et des armes russes, et des Oreshnik et des S-400 et des choses comme ça. Il va faire de son pays un hérisson militaire, comme ce qui est en train de se passer avec l'Iran, sauf que ce qui se passe, c'est que le Venezuela, c'est juste en face des États-Unis. Donc, les États-Unis vont se retrouver d'ici peu avec en face d'eux une crise des missiles de Cuba, l'équivalent, c'est-à-dire un pays avec des missiles qui seront pointés sur eux. Sauf que cette fois-ci, les Russes ne voudront pas les enlever parce que dans le cas de la crise des missiles de Cuba, c'était pour enlever, en regard des missiles de Cuba qui ont été enlevés par les Russes, les missiles américains qui avaient été mis en Turquie, qui étaient pointés sur la Russie. C'était ça le but. Mais aujourd'hui, la Russie dira, bah, écoutez, vous nous avez pointé tous vos missiles dans toute l'Europe contre nous, ben nous, on a nos missiles contre vous, et puis c'est tout, c'est comme ça. Et les États-Unis n'auront pas les moyens d'aller envahir, ils n'ont pas la capacité militaire d'aller envahir le Venezuela, et puis s'ils se mettent à bombarder, ben, il y aura un Oreshnik qui va être tiré, puis qui tombera sur le porte-avions Gerald Ford et qui le coulera avec tous ses marins et ses avions. Donc, je dirais que Trump, en se lançant dans cette combinaison pour faire plaisir à ses amis et faire plaisir à Rubio, il a fait une belle bêtise parce que il s'est mis dans un bourbier, un de plus, au lieu d'essayer de résoudre finement les problèmes qu'il avait déjà, il s'en est mis un de plus et il ne va pas arriver à en sortir. Donc,
la conclusion que je tire de ça globalement, c'est qu'on assiste véritablement sur tous les fronts à la défaite de l'Amérique. Alors, c'est fait progressivement, c'est camouflé parce qu'il y a des négociations, des discussions, des accords, etc. Mais ce qu'on voit, c'est la chute de l'Empire américain. Je pense que ça serait le titre de la session que l'on pourrait faire aujourd'hui. Voilà, chers amis, à la semaine prochaine.